Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Séance qui va démarrer d'ici quelques minutes. Pour l'instant, la sonnerie de la séance n'a pas encore retenti. On n'a pas non plus vu le président du Sénat s'avancer vers l'hémicycle. Je vais vous donner les principaux thèmes qui vont être abordés par les sénateurs cet après-midi dans l'hémicycle. Tout d'abord, la sécurité de la France suite aux attentats de vendredi dernier. Il y a trois questions qui sont posées sur ce thème à Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui est présent cet après-midi au Sénat pour répondre aux sénateurs. Ces questions autour de la sécurité et du terrorisme, elles sont posées par les groupes des radicaux de gauche, du Parti socialiste et des Républicains. Manuel Valls, le Premier ministre, est absent du Sénat cet après-midi. L'autre thème fort de l'après-midi, c'est bien entendu la situation en Grèce. Et là aussi, il y aura deux questions sur ce thème de la situation en Grèce. Une question du communiste Éric Bocquet et puis une question du républicain Mathieu Darnaud. Cette fois, c'est Michel Sapin, le ministre des Finances, qui est présent cet après-midi au Sénat dans l'hémicycle pour répondre aux sénateurs. Donc voilà pour les deux principaux thèmes abordés cet après-midi lors de ces questions d'actualité qui vont, je vous le rappelle, démarrer dans quelques minutes. Parmi les autres thèmes qui vont être abordés par les sénateurs, d'autres questions. Cet après-midi, il y aura les caisses du crédit municipal et ça, c'est une question de l'écologiste Corinne Bouchou. Là aussi, c'est Michel Sapin qui lui répondra. Il y a aussi une question du républicain Alain Dufaux sur la situation des festivals d'été. Beaucoup de crédits dans les collectivités locales ont été coupés en matière culturelle et les festivals d'été sont directement touchés. C'est la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui répondra à cette question qui est importante pour beaucoup de collectivités territoriales qui n'arrivent plus à suivre l'été pour organiser ces festivals. Alors on l'entend, la sonnerie de la séance des questions d'actualité au gouvernement vient de retentir. La garde républicaine est en train de défiler dans la galerie des bus, vous l'avez vu sur ces images. Le président du Sénat et le gouvernement se dirigent donc vers l'hémicycle pour une séance des questions d'actualité, comme je viens de vous dire, essentiellement consacrée à la sécurité avec la lutte contre le terrorisme suite aux attentats de vendredi dernier. C'est Bernard Cazeneuve, je vous le rappelle, le ministre de l'Intérieur, qui est présent dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi pour répondre aux sénateurs. Et puis la situation de la Grèce, bien sûr, qui inquiète aussi les parlementaires. Michel Sapin essaiera de faire un peu le point sur la situation tout de suite. Voilà, Gérard Larcher est installé au plateau du Sénat. On écoute cette séance des questions d'actualité. On se retrouve ici ensuite avec nos invités pour faire le point sur ces principaux thèmes. À tout à l'heure. Réserve d'usage. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La séance est retransmise en direct sur France 3 et Public Sénat. Et la première question à notre collègue Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Il y a moins d'une semaine, notre pays a une nouvelle fois été frappé par le terrorisme djihadiste et la barbarie la plus ignoble. À la différence de 2012 à Montauban et Toulouse, ou de janvier dernier à Paris, la décapitation d'un chef d'entreprise dans le Rhône et l'attaque contre une usine de l'Isère ont été commis sur des territoires que l'on pouvait jusque-là qualifier de tranquilles, où ce type de violence extrême n'avait encore jamais frappé. Aujourd'hui, nous savons qu'aucune partie du territoire national n'est à l'abri du terrorisme. La seule protection est donc le renseignement. Or, Monsieur le ministre, comme vous le savez, ces attentats ont un point commun. Leurs auteurs avaient tous été repérés un jour par le renseignement français. Mais tous sont pourtant sortis des radars avant de passer à l'acte. L'auteur présumé de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, pour ne citer que le dernier en date, avait bien été fiché entre 2006 et 2008 par les renseignements généraux, mais ensuite il n'a plus retenu, nous dit-on, l'attention de la direction centrale du renseignement intérieur. Pourquoi tous ces profils,
Une fois entrés en phase de sommeil, ne font-ils plus l'objet d'un suivi? Est-ce juste par manque de moyens humains? Comme vous, Monsieur le Ministre, nous connaissons l'excellence de nos services de renseignement, la qualité et l'engagement des policiers qui y travaillent, et j'en profite pour leur rendre hommage. Chacun connaît ici votre souci permanent de la rigueur et de l'efficacité, pour vous comme pour les services que vous dirigez. Et il ne saurait en être autrement quand il s'agit de la sécurité des Français. Nous sommes apparemment face à un problème plus structurel d'organisation de services et plus particulièrement de coordination de la lutte antiterroriste. C'est la raison pour laquelle vous avez annoncé hier la création d'un état-major opérationnel pour la prévention du tourisme. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau dispositif? Cette structure permettra-t-elle une meilleure circulation de l'information entre les différents services, notamment entre le terrain et la prise de décision au plus haut niveau? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord rendre un hommage à Hervé Cornara, dire notre tristesse, dire nos pensées à sa famille, à ses proches. Je serai demain dans l'Isère à l'occasion de ses obsèques aux côtés de sa famille et j'ai senti dans l'Isère, au moment où je m'y suis rendu, une considérable émotion de la part des élus, de la part des pompiers qui sont intervenus courageusement et auxquels je veux rendre hommage, et également de la part de l'ensemble des forces de sécurité dont vous avez eu raison de dire qu'il s'agisse de la sécurité publique, de la sécurité intérieure, à quel point ces forces sont mobilisées dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes confrontés à un phénomène d'un type nouveau. Je n'ai cessé de le dire à l'occasion de la loi sur le renseignement. Ce phénomène d'un type nouveau conduit des profils très différents, soit parce qu'ils ont des fragilités psychologiques ou psychiatriques, soit parce qu'ils ont été endoctrinés, soit parce qu'ils ont rencontré à un moment donné des ruptures, des échecs qui les ont conduits à basculer, à être à l'origine d'actes terroristes d'une extrême gravité. Et le profil dont il est question, celui que vous avez évoqué, est un profil très particulier par rapport à ceux qui, jusqu'à présent, ont frappé. Il n'était pas dans la délinquance, il n'avait pas de casier judiciaire, il avait été indiqué comme radicalisé, mais aucun élément en provenance des services de renseignement depuis 2006 n'avait témoigné d'un risque de passage à l'acte. Et par conséquent, nous sommes face à une réalité nouvelle, parce que ce terrorisme est en libre accès sur Internet, parce que les profils qui peuvent basculer sont multiples, et parce qu'il y a une tentative de plus en plus forte de dissimulation de ces actes de la part de leurs auteurs. Ils sont conseillés dans cela d'ailleurs par les groupes terroristes, par l'utilisation du darknet, de la cryptologie, ou de moyens de communication téléphonique sophistiqués. C'est la raison pour laquelle nous avons renforcé les moyens des services de renseignement. 1500 emplois créés depuis le mois de janvier, s'ajoutant aux 500 emplois créés chaque année depuis le début du quinquennat, 250 millions d'euros pour assurer la modernisation de nos infrastructures numériques et informatiques, la loi sur le renseignement qui est centrée sur la lutte contre le terrorisme et qui doit permettre, par la mobilisation de techniques nouvelles, d'avoir accès aux intentions de ceux qui se dissimulent. Je veux, bien entendu, parfaire tout ça en décloisonnant les services parce qu'il faut que l'information soit échangée. C'est la raison pour laquelle j'ai donné mission au préfet de zone de réunir l'ensemble des services autour d'eux et j'ai mis en place cet état-major qui permettra à l'information de circuler entre tous les services. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. Suite aux mesures annoncées en mars 2015, puis confirmées par le décret du 24 juin 2015, le seuil de paiement en liquide autorisé pour les personnes physiques ou morales résidentes en France sera abaissé de 3 000 à 1 000 euros à compter du 1er septembre 2015. L'application de ce décret aux transactions intervenant entre les caisses de crédit municipal et leurs clients au titre des opérations de prêt sur gage, pourrait avoir pour conséquence involontaire de priver de l'accès à ce crédit à vocation sociale les ménages fragilisés exclus du crédit bancaire classique. Dans la tranche de 1 000 à 3 000 euros, 93% des prêts sont versés en liquide par les caisses de crédit municipal à leurs clients et 72% des remboursements sont effectués en liquide par les clients. Cette préférence pour les espèces n'est pas fondée sur des motifs condamnables. La majorité des clients ont un besoin impérieux et urgent des ressources qu'ils viennent chercher et les 24 à 48 heures induites par l'encaissement d'un chèque ou d'un virement sont source de difficultés pour eux.
Mais surtout, nombreux sont ceux dont le compte est à découvert ou donne lieu à des saisies. Le montant du prêt sur gage, une fois encaissé sur leur compte, les désendette certes, mais ne répond plus à leurs besoins immédiats de ressources. Si le remboursement du prêt n'est plus accepté en liquide, les solutions alternatives pour les clients sont inexistantes ou coûteuses. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne seront pas autorisés à régler par carte bancaire des dépenses supérieures à 1 000 €. Le chèque de banque qui sera alors exigé est cher et plus lourd à obtenir. Si elles sont détournées de l'usage du prêt sur gage, ces populations fragiles, majoritairement issues des catégories populaires, avec une grande majorité de femmes, devront se rabattre sur des solutions de crédit plus dangereuses et plus coûteuses, telles que des crédits revolving, voire le recours à des officines pratiquant l'usure. De plus, le crédit municipal et tous les crédits sont des établissements qui doivent se conformer aux exigences de la lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme. À ce titre, elles assurent déjà une surveillance des opérations de leur clientèle sous le contrôle de la CPR. Leur consentir un traitement dérogatoire n'est donc pas porteur de risques significatifs au regard des objectifs du gouvernement. Une clause dérogatoire leur permettant de continuer à recourir à des transactions en espèces pour les opérations de prêt sur gage dans la limite des 3 000 € pourrait-elle être envisageable ? À la lumière de ces éléments, je souhaite connaître, Monsieur le ministre, les mesures concrètes que vous comptez prendre au profit des populations financièrement fragiles et des caisses de crédit municipal. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice, Madame Bouchoux, vous posez une question parfaitement pertinente. D'abord parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Les mesures que nous prenons dans ce domaine, comme dans d'autres, sont là pour lutter contre les moyens que peuvent utiliser un certain nombre de terroristes. Ce sont souvent de petites sommes en cash qui permettent de financer des attentats terroristes extrêmement douloureux. Nous l'avons vu en particulier au mois de janvier dernier. Donc le gouvernement, en cohérence totale avec les autres mesures qui sont prises pour lutter contre le terrorisme, a souhaité restreindre un certain nombre de possibilités d'utilisation du cash. Je pense que c'est une bonne chose. Et comme vous l'avez dit vous-même, nous avons décidé d'abaisser le seuil de paiement en espèces et en monnaie électronique de 3 000 € à 1 000 € pour les résidents en France. Cette mesure a fait l'objet d'un décret qui est déjà publié le 27 juin dernier, mais qui ne rentrera en application qu'au 1er septembre prochain pour permettre de mettre en œuvre un certain nombre de mesures d'adaptation. Je crois que c'est une mesure qui est raisonnable, une mesure qui est proportionnée. Et d'ailleurs, tous les sondages montrent que les Français utilisent majoritairement des moyens d'une autre nature que le cash pour des paiements au-dessus de 15 à 20 €. Il n'en reste pas moins que, s'agissant des crédits municipaux, cette question peut poser problème et vous avez décrit vous-même les publics pour lesquels il pouvait y avoir des difficultés. Je voudrais d'abord vous rappeler, Madame la sénateur, mais vous le savez, que l'article L112-6 actuel du Code monétaire et financier prévoit que ces plafonnements en termes de liquide ne s'appliquent pas aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables, comme le dit le texte, de s'obliger par chèque ou par un autre mode de moyen, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt. C'est-à-dire que ce plafond de paiement en liquide ne s'applique d'ores et déjà pas aux personnes qui sont dans l'incapacité de s'acquitter d'un paiement autrement qu'en espèces, aux personnes non bancarisées, aux personnes qui ne disposent pas de la capacité civile pour faire un chèque ou aux personnes en situation d'interdiction bancaire. Donc une bonne partie des publics que vous avez décrits sont des publics qui continueront à pouvoir bénéficier par le biais de ces crédits municipaux de sommes supérieures à 1 000 €. Il n'empêche que nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous aviez fait une proposition d'amendement dans le texte dit loi Macron. Il a été déclaré irrecevable. Je suis prêt, bien entendu, dans tout texte autre, dans tout autre vecteur législatif, à accepter un amendement tel que celui que vous aviez présenté. La parole est maintenant à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste républicain des citoyens pour 2 minutes 30 maximum. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. Dimanche prochain, les Grecs sont appelés par voie de référendum à répondre à la question suivante. Acceptez-vous les propositions de nos créanciers ? Alexis Tsipras s'en remet à son peuple pour décider. En quoi cela serait-il condamnable ? Je le cite, il en appelle à la souveraineté et à la dignité que l'histoire grecque exige.
Nous assistons depuis quelques jours à un véritable déchaînement de déclarations à charge contre ce gouvernement légitime, expression claire de la volonté d'un peuple de tourner la page de plusieurs années d'austérité qui n'ont en rien amélioré la situation des habitants de ce pays, la dette étant passée entre 2007 et 2014 de 103% à 175% du PIB. Cette dette doit être rééchelonnée. Sans cette décision, la Grèce ne sortira jamais du marasme. Les Grecs ont déjà consenti des efforts considérables. Alexis Tsipras a déjà fait de nombreuses concessions. La situation de la Grèce est grave. Le pouvoir d'achat a baissé de 25%. Les poubelles ne sont plus collectées. Des centaines de boutiques ont fermé. On ne soigne plus les malades dans les hôpitaux. C'est aussi la démocratie qui est attaquée aujourd'hui à travers le cas de la Grèce. Jamais, Monsieur le Ministre, aucun de nos partenaires européens n'a eu à subir une telle campagne de dénigrement. Au-delà de la situation de la Grèce, c'est toute l'histoire du projet européen qui est interrogée aujourd'hui. Comme le dit le Premier ministre grec, quelle que soit l'issue du vote de dimanche, la Grèce est et restera une partie intégrante de l'Europe et l'Europe une partie intégrante de la Grèce. Monsieur le ministre, une suggestion d'abord. Notre groupe propose qu'un débat sérieux soit organisé au Sénat et à l'Assemblée nationale sur la question grecque. Enfin, notre question, quelles initiatives concrètes, originales, solidaires et audacieuses le gouvernement français envisage-t-il de prendre urgemment afin d'éviter le pire à la Grèce et donc à nous-mêmes? Pour vous répondre, la parole est à Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, pour 2 minutes et demie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices, sénateurs, Monsieur le Sénateur. La question, puisque je reprends le terme qui est le vôtre, la question de la Grèce, ce n'est pas une question qui se pose depuis 2 jours ou 3 jours. Une question difficile, abordée par ce gouvernement en dialogue avec les uns et les autres depuis plusieurs mois. Tout particulièrement depuis que le gouvernement a changé de majorité. Le premier principe que nous appliquons, c'est celui du respect de la démocratie. Un gouvernement a changé, une majorité a changé, personne n'a le droit de faire comme si rien n'avait changé dans le dialogue avec les partenaires européens. Et la France a été la première à poser comme principe le respect de la démocratie. De même que nous devons respecter la démocratie qui va s'exprimer au travers d'un référendum et qui va permettre aux Grecs de dire, en répondant à une question qui n'est pas aussi simple dans son exposé que vous l'avez fait, quel est leur choix, oui ou non, par rapport à un processus actuel de négociation. Ça, c'est le principe de démocratie. Le deuxième principe que nous avons appliqué, c'est celui du dialogue. Jusqu'au bout, jusqu'à hier après-midi, la France a été à l'initiative, avec le président Juncker, avec le président de l'Eurogroupe, pour essayer de trouver, de dégager un accord politique qui permette à la Grèce, d'une part, à l'Europe, avec la Grèce, d'autre part, de trouver une solution qui soit une bonne solution. Hier après-midi, le Premier ministre a dit ou redit « j'organise un référendum », c'est son droit. A dit ou redit « j'appelle à voter non », c'est son droit. Mais dans ce cadre-là, vous le comprenez bien, il n'est plus possible de discuter de quoi que ce soit pour trouver un accord d'ici dimanche prochain. Quelle est l'attitude qui sera la nôtre dimanche? Le oui a des conséquences. Elle permet, cette réponse du peuple, d'avoir une négociation qui reprend immédiatement. Le non aura des conséquences. Elles sont inconnues, celles-là, ou très peu connues, pour les uns comme pour les autres. Mais quel que soit le résultat, la France sera là pour maintenir le dialogue, parce que c'est notre spécificité, non pas par différenciation par rapport aux autres pays européens, mais parce que la France a toujours été présente pour faire en sorte que la Grèce retrouve la démocratie, ou soit rentre dans l'Europe, ou reste dans l'Europe. La place de la Grèce, c'est dans l'euro. Mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, tout seuls, à la place des Grecs eux-mêmes. C'est maintenant les Grecs qui vont en décider. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Franck Montaugé pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, le meurtre de Monsieur Hervé Cornara, d'une barbarie absolue, s'ajoute aux événements tragiques que notre pays a subis en début d'année. Concomitamment, d'autres pays, comme la Tunisie, étaient aussi confrontés à des assassinats de masse relevant de motifs et de logiques pouvant être apparentés.
Ces événements affectent profondément la communauté nationale et je voudrais à cet instant, et avec vous tous, mes chers collègues, saluer la mémoire des victimes et dire notre compassion à l'égard de leurs proches. À l'émotion des derniers mois succède aujourd'hui de manière insidieuse l'inquiétude. L'inquiétude d'une sûreté, droit fondamental du citoyen, qui ne serait pas, ou plus, ou moins bien garantie par les pouvoirs publics. Par l'instrumentalisation et le dévoiement profond de la religion musulmane, ces attentats nous disent que leur visée est exclusivement politique. Il s'agit de mettre à bas les démocraties et les valeurs qui les fondent, pour leur substituer des formes de terreur et de totalitarisme dont certains pays sont déjà le théâtre et leurs peuples les victimes. Dans ce contexte, sur son territoire national comme dans les pays sources de menaces, je pense à l'Afrique subsaharienne, la France et ses dirigeants ont pris leurs responsabilités et je veux ici saluer l'engagement de nos soldats et des fonctionnaires d'État ou territoriaux qui sont en première ligne. Depuis 2012, organisation et meilleure coordination des services de sécurité et de renseignement, loi contre le terrorisme et pour améliorer l'efficacité du renseignement, lutte contre la radicalisation, augmentation des moyens opérationnels des services, communication directe et de fond en direction des Français, tous ces leviers ont été actionnés dans la cohérence et ont donné un sens concret pour nos concitoyens à la parole du Président de la République et du gouvernement. Pour autant, beaucoup reste à faire pour que la confiance dans notre dispositif national de sécurité soit ressentie par chacun de nos concitoyens. C'est bien une guerre au long cours qu'il nous faut mener, contre la barbarie et pour les civilisations. Une guerre dont l'enjeu central est de préserver la confiance dans nos valeurs démocratiques et républicaines, la laïcité n'étant pas le moindre des principes à faire vivre au quotidien, partout dans l'espace public et pour la liberté de chacun. Je vous sais, Monsieur le ministre de l'Intérieur, profondément investi des missions régaliennes qui sont les vôtres. Je tiens ici à vous remercier pour votre engagement personnel remarquable dans ce contexte extrêmement difficile. Monsieur le ministre, au-delà des orientations fortes que vous avez prises au cours des derniers mois, pouvez-vous nous dire quelles mesures complémentaires vous envisagez de mettre en œuvre pour rassurer nos concitoyens? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, la lutte contre le terrorisme, un phénomène que nous avons déjà connu mais qui prend un visage nouveau, je l'ai indiqué à l'occasion de la réponse à Madame la sénatrice Laborde. Ce phénomène est un phénomène nouveau, il faut nous armer pour y faire face et tous les gouvernements successifs, depuis le début des années 2010, ont essayé de faire au mieux pour affronter cette difficulté. Je sais que lorsqu'il y a des drames, parfois il y a une tendance à préempter ces drames pour faire de la politique et diviser. Je pense que la résilience d'un pays et des institutions face à un risque terroriste suppose le rassemblement, suppose aussi le respect à l'égard du travail des forces de l'ordre qui s'exposent pour sauver la vie des autres. Et moi, je souhaite que, dans le contexte extrêmement grave auquel l'ensemble des pays de l'Union européenne et la communauté internationale se trouvent confrontés, nous soyons dans la responsabilité, dans le rassemblement de toutes nos forces autour de nos institutions pour assurer la résilience de notre pays. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que nous faisons tout pour protéger les Français. Nous avons augmenté les effectifs de nos services de renseignement, je l'ai indiqué tout à l'heure, 1500 recrutements, 500 dans les services de renseignement territorial, 500 au sein de la sécurité intérieure, 126 au sein de la direction centrale de la police judiciaire, plusieurs dizaines d'emplois au sein de la direction centrale de la police de l'air et des frontières parce qu'elle contrôle nos frontières au sein du service de protection des personnalités et nous allons abonder ces recrutements d'un effort de près de 233 millions d'euros pour moderniser nos services. Il faut aussi, par-delà cet effort que nous faisons, qu'il y ait davantage de coordination. Nous avons été organisés pour faire face à un terrorisme d'un certain type, nous avons à faire face à un terrorisme d'un type nouveau. Il faut décloisonner le fonctionnement des services. C'est la décision que j'ai prise en donnant une responsabilité au préfet de zone et en créant cet état-major qui a pour rôle d'assurer la circulation des informations. Troisièmement, il faut de la coopération internationale. Ce que nous faisons avec les pays de la bande sahélienne, ce que nous faisons avec la Tunisie, pour renforcer les contrôles aux frontières, pour développer la lutte contre la fraude documentaire, pour renforcer la lutte contre les organisations du crime organisé, va dans la même
direction, assurer un haut niveau de protection des Français. Enfin, je veux insister sur le fait que la loi sur le renseignement va permettre de mobiliser pour tous les services des techniques dont ils ne disposaient pas, et cela nous permettra de prévenir davantage le risque terroriste. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste, 2 minutes 30 maximum. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'avais prévu d'adresser ma question au Premier ministre. Je compte donc sur vous, Madame la ministre chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées, de l'autonomie, pour nous apporter les bons éléments de réponse. Depuis hier, les allocations familiales sont modulées en fonction du revenu. Elles seront divisées par 2 pour les ménages abritant 2 enfants et gagnant plus de 5 595 € mensuels, et par 4 pour ceux percevant plus de 7 457 €. Il s'agit de l'une des mesures les plus décriées de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Elle avait d'ailleurs été unanimement dénoncée dans cet hémicycle qui l'avait supprimée. Mais le gouvernement s'est arc-bouté sur une position qui met à mal le principe d'universalité. Il s'en défend, fondant son argumentaire sur un subtil distinguo entre universalité et uniformité. En droit, l'universalité existe toujours, puisque tout le monde continuera à avoir droit à quelque chose. Mais en fait, quand une famille touchera 32,34 € par mois, pourra-t-on toujours parler d'universalité? Bien sûr que non. Cette mesure inacceptable n'est hélas que l'aboutissement d'une politique constante de détricotage de la politique familiale. Depuis le rapport Fragonard du 8 avril 2013, le gouvernement n'a eu de cesse que de s'y attaquer. Réduction du quotient familial, réduction du complément de libre choix d'activité, modulation de la majoration pour les enfants de plus de 14 ans. Ces mesures ont un point commun, être purement comptables. Sous prétexte d'équité, on fait des économies sur ce qui marche. On remet en cause l'une des seules politiques françaises que le monde nous envie. Pour autant, est-il normal que des familles aisées touchent autant que des familles modestes? Sans doute pas. Mais il existe un moyen d'y remédier sans mettre à mal l'universalité, c'est de fiscaliser les allocations. Une solution qui présenterait en sus l'avantage de ne rien coûter au CAF et d'ouvrir la voie à une réforme de l'impôt sur le revenu. Ma question est donc double. Combien la modulation des allocations va-t-elle coûter aux caisses d'allocations familiales? Et envisagez-vous de revenir dessus pour fiscaliser le système? Je vous remercie. Pour vous répondre et pour maximum 2 minutes 30, Madame Rossignol, secrétaire d'État en charge de la famille. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, ce qui fait la qualité et l'exception de la politique familiale française, c'est d'abord qu'elle est plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 1945, elle n'a cessé de s'adapter aux enjeux sociologiques de la France. À l'origine, c'était une politique essentiellement nataliste, celle qui était nécessaire pour reconstruire la France. Et puis, c'est devenu une politique qui permet que la France soit ce pays européen dans lequel nous avons à la fois un des taux de natalité les plus élevés et un taux d'activité professionnelle des femmes les plus élevés. Et c'est ce que nos voisins nous envient et c'est ce qu'ils viennent justement étudier chez nous. Pourquoi? Parce que la politique familiale, elle a su se diversifier et en particulier investir énormément sur ce qui est essentiel pour les parents, qui est l'accueil des jeunes enfants. Pourquoi les femmes travaillent en France autant qu'elles travaillent et pourquoi nous faisons autant d'enfants? C'est parce que les familles sont sûres qu'au moment où elles auront un bébé, elles trouveront dans les infrastructures collectives le mode d'accueil. Et par ailleurs, dans toutes les communes, je souhaite que dans toutes les communes, le développement des modes d'accueil soit une des priorités des maires, car je rappelle que c'est une compétence des mairies financée par la caisse d'allocation familiale. Les financements sont là, il faut la volonté politique des maires et je l'attends avec impatience. En ce qui concerne la modulation, vous avez évoqué un certain nombre de prestations familiales. Mais pourquoi n'avez-vous pas évoqué aussi toutes celles qui augmentent? Le complément familial pour les familles les plus modestes et les plus nombreuses, l'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales qui doivent être la priorité de nos préoccupations actuellement, l'allocation de rentrée scolaire et aussi la garantie des impayés de pension alimentaire qui est une
qui est versée aux mères dont les pères, dont les maris, les ex-maris ne versent pas leur pension alimentaire et qui se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. C'est la politique familiale qui aujourd'hui vient se substituer aux pères défaillants et permettre aux familles monoparentales. Voilà la politique familiale. Quant à votre proposition de fiscalisation, je note votre audace, mais le choix du gouvernement aujourd'hui n'est pas celui d'accroître la fiscalité et de faire peser sur les ménages des impôts supplémentaires. Nous faisons le choix de la solidarité, ce n'est pas le même. Oui. La parole est maintenant notre collègue Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur le ministre, au mois de janvier, le gouvernement et la majorité ont salué l'avènement d'un gouvernement de gauche radicale en Grèce. Hélas, hier comme aujourd'hui, ni l'aveuglement idéologique, ni le déni des réalités ne permettent à quelques gouvernements que ce soit de sortir d'une crise et de redresser un pays. Alors que les lourds efforts consentis par les Grecs ces dernières années commençaient à porter leurs fruits avec le retour de la croissance, le Premier ministre grec a préféré gâcher ce redressement par un virage irresponsable. Sa gestion hasardeuse et démagogique est frappée d'un échec total, décrédibilisant la parole d'un pays qui est pourtant le berceau philosophique de l'Europe et offrant d'assister à des scènes de files d'attente devant les guichets des banques qu'on pensait d'un autre âge. La Grèce et ses partenaires étaient proches d'un accord, mais M. Tsipras, plutôt que d'entrer dans l'histoire comme un homme d'État lucide et courageux, a préféré se défausser de sa responsabilité en convoquant un référendum comme si, excusez du peu, il découvrait le problème. Et d'ailleurs, Monsieur le Ministre, avoir un regard critique ne signifie pas remettre en cause la démocratie. Face à cela, Monsieur le Ministre, la France, deuxième économie de la zone euro, est exposée à hauteur de 40 milliards d'euros et reste pourtant peu audible. Non seulement le président de la République n'a pas réussi à convaincre le Premier ministre grec de renoncer au référendum, mais il a rompu la force du couple franco-allemand. Pire encore, il a provoqué la mise à l'écart de notre pays dans la gestion de cette crise. Et d'ailleurs, j'observe et nous observons avec intérêt, Monsieur le Ministre, que dans vos propos, on note une certaine inflexion avec des propos sensiblement différents de celui du Président de la République. À l'opposé de la position française, les ministres des Finances de la zone euro se sont finalement alignés sur la position de l'Allemagne, celle-ci assumant à elle seule le rôle de moteur des négociations et décidant de ne pas reprendre des discussions dans l'impasse avant le référendum grec. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Quand allez-vous adapter la position du gouvernement français à la réalité de l'équipe dirigeante grecque et redonner à notre pays le rôle et l'audience qui devaient être le sien dans cette crise? Merci. Chers collègues, la parole est au ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices. Monsieur le sénateur, il y a toute une partie de votre question qui est la critique en règle d'un gouvernement étranger. Je vous la laisse. Ce n'est pas ainsi que nous pensons pouvoir mener le dialogue avec les uns et les autres. Le premier principe que nous devons avoir, c'est celui du respect d'un gouvernement démocratiquement élu et d'une majorité démocratiquement élue. La deuxième chose, Monsieur le sénateur, je ne vous ai pas vu, c'est normal, présent au sein de l'Eurogroupe. Ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est le lieu où se réunissent les ministres des Finances de l'ensemble des pays de l'Europe, ainsi que la Commission, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, le tout sous la présidence du président de l'Eurogroupe. La différence entre vous et moi, c'est que moi j'y étais et que je sais quel a été le rôle de la France. Et si vous y étiez ou si vous pouviez interroger les uns et les autres, vous ne feriez pas ce genre de remarques qui non seulement est désobligeante vis-à-vis de moi-même, ça n'a aucune importance, mais qui est désobligeante vis-à-vis de notre pays. Parce que notre pays joue un rôle fondamental dans le dialogue actuel, dans la capacité à faire en sorte que toute l'Europe, tous les pays de l'euro continuent à dialoguer avec la Grèce. Parce que le pire qu'il pourrait arriver d'abord à la Grèce, c'est de sortir de l'euro. Mais ce serait aussi une difficulté pour les autres pays et surtout, ce serait une atteinte profonde à notre projet européen. Le projet européen, c'est d'avancer et non pas de reculer, c'est d'accueillir et non pas d'exclure tel ou tel pays. La France a été présente du bout en bout, et elle le sera encore, pour faire en sorte que ce soit le dialogue qui soit au premier plan.
Et puis, je l'ai dit très clairement, et il n'y a aucune contradiction, à partir du moment où le Premier ministre, hier, a dit « il y a un référendum et j'appelle à voter non », j'ai dit ce matin « je ne sais pas conclure un accord avec quelqu'un qui me dit non ». C'est clair, c'est simple et c'est net. Et c'est la position que l'Eurogroupe a prise à l'unanimité. Et si je voulais trahir un tout petit peu les débats de cet Eurogroupe, c'est moi qui ai fait la proposition qu'il en soit ainsi fait au sein de l'Eurogroupe à l'unanimité. Et c'est normal. Et maintenant, nous attendons le débat démocratique, le résultat du débat démocratique. Et ce sont les Grecs qui, aujourd'hui, vont avoir à décider. Est-ce qu'ils veulent qu'on continue à négocier dans la sérénité, même si c'est difficile, ou est-ce qu'ils veulent prendre le chemin de l'inconnu? Je pense qu'il vaut mieux éviter l'inconnu. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Louis Touraine pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de la famille des personnes âgées. La presse se fait abondamment l'écho en cette période de départ en vacances des différentes mesures gouvernementales à effet du 1er juillet. Souvent, cette période est mise à profit alors que les têtes sont déjà pleines des perspectives estivales pour des annonces qu'on souhaite voir oubliées le plus rapidement possible. Il semble bien que vous ayez emprunté plutôt la voie d'une meilleure satisfaction des besoins. 3 grandes préoccupations apparaissent marquer, cette fois encore, l'action du gouvernement. Premièrement, réduire les inégalités et redonner du pouvoir d'achat aux plus déshérités. Droit de changer sans frais d'auto-école, assurance chômage augmentée pour le 1,6 million des demandeurs les plus démunis, et c'est bien une mesure de justice également dans une période de difficultés budgétaires héritées que de procéder à la modulation des allocations familiales. Deuxièmement, agir en faveur des plus démunis. Par exemple, le gaz pour la 3e fois cette année va coûter moins cher. Et troisièmement, renforcer la sécurité de nos concitoyens. L'interdiction courageuse, parce que pas nécessairement populaire, de tout ce qui concourt à distraire l'attention du conducteur ou à diminuer ses réflexes. Téléphone, alcool, qui est la première cause de mortalité chez les jeunes de 18 à 25 ans, et limitation de vitesse. Parmi ces mesures, 3 d'entre elles ont retenu mon attention. Les TPE seront exonérés des salaires et charges des apprentis la première année. L'aide à la complémentaire santé est simplifiée. La question, c'est est-ce que pour les apprentis, c'est bien l'État qui va prendre en charge salaire et charges. Pour la complémentaire santé simplifiée, pour les personnes aux revenus modestes, profiteront-elles d'une baisse de leur contrat de mutuelle? Enfin, les allocations familiales sont modulées en fonction des revenus. Elles ne seront plus calculées seulement en fonction du nombre d'enfants, mais également en fonction du niveau de revenus des familles. Question... Merci donc, Madame le ministre, de bien vouloir nous détailler plus avant les motifs et effets attendus des mesures les plus fortes applicables au 1er juillet 2015. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille. Monsieur le sénateur Jean-Louis Touraine, vous avez en effet évoqué 3 mesures importantes qui indiquent très clairement la priorité que ce gouvernement donne à la fois à l'emploi, à la jeunesse et à la politique sociale. La mesure en faveur des apprentis est effectivement une mesure pour la formation de la jeunesse et aussi une mesure pour l'emploi. Et je peux effectivement vous rassurer, c'est bien l'État qui prendra en charge les exonérations prévues pour les jeunes et donc pour leurs employeurs qui les apprendront en apprentissage. En ce qui concerne la complémentaire santé, en effet, depuis le 1er juillet, ceux qui, parmi nous, sont les plus modestes, qui ont des revenus compris entre 720 et 970 € par mois pour une personne seule, bénéficieront d'une aide nouvelle pour souscrire une couverture complémentaire. Cette aide ira jusqu'à 550 € pour une personne de plus de 60 ans, ce qui est une aide significative. Et par ailleurs, elle est assortie d'une mesure de simplification. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 offres qui sont faites. Plus il y a d'offres, le consommateur n'est pas forcément plus éclairé et ils pourront désormais choisir entre 11 contrats qui leur seront proposés et parmi ces 11 contrats, leur adhésion à une complémentaire sera effectivement facilitée.
En plus de la simplification de l'aide, ils bénéficieront aussi de l'exonération de la franchise chez le médecin, à l'hôpital, ainsi que pour les frais pharmaceutiques, ce qui est une avancée sociale considérable pour les plus modestes. Et ils pourront également demander la mise en place, bénéficier du tiers payant qui se met progressivement en place, vous le savez, de manière très simple, puisque c'est l'assurance maladie qui paiera en totalité les frais et qui ensuite se fera rembourser, qui est subrogé auprès des organismes complémentaires. Vous avez évoqué effectivement la modulation des allocations familiales, qui est une mesure de justice sociale, et je vous remercie de l'avoir indiqué ainsi. Il n'a échappé à personne le rapport de l'UNICEF, sorti il y a un peu moins de 3 semaines, qui évoque pour la période 2008-2012, qui est la période qu'a observé ce rapport, un accroissement considérable du nombre d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté. Plus 400 000 enfants vivant sous le seuil de pauvreté et au total 3 millions d'enfants. C'est notre priorité et les familles qui aujourd'hui voient leurs allocations familiales modulées savent qu'elles ne le font pas en vain, elles le font pour plus de solidarité et pour que notre pays puisse dire que l'enfance est une grande cause nationale qui rassemble tout le monde et toutes les familles. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Vial pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, ma question est à l'intention de Monsieur le ministre de l'Intérieur. En qualité d'élu de la région Rhône-Alpes et plus particulièrement d'un des 3 départements considérés comme sensibles au sein de notre région, nous sommes bien évidemment et tout particulièrement interpellés par les récents événements de Saint-Quentin-Fallavier et m'associe bien évidemment aux propos tenus à l'instant par notre collègue Montaugé. Face à une situation dont les actes montrent tous les jours un peu plus la gravité et l'ampleur, nous ne pouvons qu'adhérer et soutenir le discours volontariste du Président de la République et de vous-même, Monsieur le Ministre. Nous ne pouvons qu'adhérer également à la déclaration du Premier ministre concernant son engagement total contre le salafisme et les frères musulmans. Mais derrière cette déclaration d'intention, permettez-moi de vous interroger concrètement sur certains aspects de la politique du gouvernement au moment où le Parlement vient de débattre du texte de la sécurité, en sachant le rôle de première importance joué par Internet et les réseaux sociaux. Concernant les salafistes, le gouvernement tunisien vient de réagir fermement à la suite des derniers événements en décidant la fermeture de 80 mosquées salafistes. Or, nous avons en France un nombre équivalent d'établissements de lieux de prière. Concernant les frères musulmans, nous connaissons les mesures prises et envisagées à leur égard par plusieurs pays de la Méditerranée pour sortir de la radicalité de leur discours. Or, non seulement aucune position semblable n'est affichée en France à l'égard d'organismes ou d'établissements qui relèvent clairement de la doctrine des frères musulmans, mais au même moment, la position du Quai d'Orsay semble bien différente des propos du Premier ministre dans les alliances et stratégies déployées au Moyen-Orient. En un mot, la position du Président de la République, de vous-même, Monsieur le ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, ne peuvent qu'obtenir notre soutien total. Mais encore convient-il que le gouvernement nous précise sa politique face aux décisions à prendre et aux contradictions constatées entre la politique intérieure affichée et certaines orientations de la politique étrangère du gouvernement. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le sénateur, votre question est pour moi l'occasion de faire un point extrêmement précis sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, qui relèvent d'ailleurs pour beaucoup de questions de politique intérieure, de lutte contre le terrorisme à l'intérieur de nos frontières. Je veux parler de la lutte contre toutes les formes de radicalité et contre notamment les radicalités violentes qui peuvent s'exprimer en appelant à la haine, en provoquant le terrorisme dans un certain nombre d'espaces numériques ou dans les mosquées. Que faisons-nous ? D'abord, vous avez des inquiétudes sur la détermination qui est la nôtre à procéder à l'expulsion de ceux qui profèrent ces propos. Il y a non seulement une fermeté totale, mais tous ceux qui, d'après les services de renseignement ou les services de police, se livrent à la propagation de propos appelant à la haine, provoquant au terrorisme, sont systématiquement expulsés. Je veux d'ailleurs, pour vous rassurer, vous donner des chiffres. Depuis 2012, ce sont 40 expulsions de prêcheurs de haine qui sont intervenus. Depuis le début de l'année 2015, c'est 10 dossiers d'expulsion qui sont quasiment aboutis, 6 expulsions sont déjà prononcées et 22 dossiers en instance. Pendant la même période du quinquennat précédent, alors que le risque était très élevé, comme en témoigne l'affaire Mera ou d'autres affaires, c'est 15 expulsions qui sont intervenues en 5 ans, là où nous en avons fait 40 en 3 ans. Et je ne céderai pas face à ceux qui sont des propagateurs de haine dans le pays. Ils n'ont pas, s'ils sont étrangers, leur place en France, ils seront expulsés. Premier point. La déchéance de la nationalité, vous en parlez souvent. La déchéance de la nationalité, il y a eu 6 déchéances, c'est une procédure juridique très complexe, depuis 2012.
Il y en aura d'autres pour tous ceux qui ont la double nationalité et qui se livrent à la propagation de discours de haine dans le pays. Il y a aujourd'hui aussi des dossiers en instance d'examen. Ils iront à leur terme. Troisièmement, les mosquées salafistes. Il y a des règles de droit. Elles sont dans notre Constitution, elles nous lient à l'Union européenne. S'il y a des associations qui, dans leur entièreté, dans les mosquées, contribuent à la diffusion de pensées de haine, elles seront dissoutes. J'ai indiqué qu'il y avait des dossiers en cours d'examen au sein du ministère de l'Intérieur, mais elles le seront dans le respect des règles du droit constitutionnel et du droit européen, parce que ne pas le faire reviendrait à lutter contre le terrorisme dans l'abandon des valeurs de la République. Donc, je vous le redis, la fermeté du gouvernement est totale. Prétendre le contraire ne correspond pas à la réalité de ce que nous faisons, et cette fermeté, je l'exprimerai à chaque instant, sans trêve ni pause, face au risque terroriste. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Christian Manable pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé donc des transports de la mer et de la pêche. La Commission européenne a très récemment dévoilé les propositions de subventions pour le financement des infrastructures de transport dans les États membres, et cela dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Au moment où certains s'interrogent parfois sur l'avenir de l'Europe et sa valeur ajoutée pour notre vie quotidienne et notre destin commun, au moment aussi où certains demandent le rétablissement des frontières et le repli sur soi, je souhaite que vous puissiez, Monsieur le Ministre, éclairer ces décisions européennes et préciser les projets retenus ainsi que leur probable impact sur nos territoires et notre économie. Si l'objectif est d'achever des réseaux transeuropéens importants en matière de transport, d'énergie et de télécommunications, notre priorité demeure d'accroître la mobilité des citoyens et d'améliorer les biens et les services dans l'ensemble de l'Union européenne en complétant les liens manquants dans les réseaux, en éliminant les goulets d'étranglement et en favorisant les équipements structurants. Or, ce réseau de transport augmentera incontestablement la cohésion économique, sociale et géographique dans l'Union et créera des emplois tout en garantissant un bon équilibre entre la protection de l'environnement et le développement des infrastructures, comme par exemple les voies de navigation intérieures. Alors, avec les grands projets de transport d'intérêt européen, et je pense en priorité au canal Seine-Nord-Europe, tant attendu par les acteurs économiques, les élus, la population de la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et je voudrais ici saluer la mission qui a été menée, la mission de reconfiguration menée par le député Povros. Je voudrais aussi citer le tunnel ferroviaire long Lyon-Turin et aussi tous les projets autour du réseau ferré ou encore de nos ports. Je pense en particulier à Calais, Le Havre, Rouen, avec également les projets portant sur la mobilité verte. Ce sont, au total, des décisions importantes pour le report modal vers les transports les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Votre question. Aussi, j'y arrive, Monsieur le Président. Oui. Aussi, je souhaite, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous détailler ces projets, préciser le calendrier et évaluer leur impact économique et aussi en termes d'emploi. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, effectivement, lundi, la Commission européenne a publié les résultats du premier appel à projet sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, dit MIE. C'est un projet global de 13,1 milliards d'euros de subventions données par l'Europe. La France est avec un montant de 1,76 milliard. Le premier bénéficiaire sur la période 2016-2020 de ces crédits européens. Je salue la confiance que nous témoigne l'Europe, en particulier sur deux projets très importants que vous avez cités, qui sont le Lyon-Turin et le canal Seine-Europe, qui chacun se voit attribuer une subvention de 40% des travaux. C'est notre travail patient mais résolu, grâce à l'action notamment du Premier ministre qui a relancé ces deux grands projets au cours de l'année 2014. Par cette action, l'Europe accompagnera la politique des transports du gouvernement qui est résolument orientée vers le report modal et la responsabilité budgétaire. Parmi les projets bénéficiaires de subventions, on retrouve les projets visant à améliorer
l'axe Seine, comme la ligne Serqueux-Gisors, l'approfondissement du chenal du port de Rouen, la résorption de goulets d'étranglement ferroviaires comme les nœuds de Strasbourg et Mulhouse, mais aussi les lignes du Grand Paris Express. Les nouvelles mobilités ne sont pas en reste. De nombreux projets encourageant la mobilité électrique et les projets de transport intelligent. Le gouvernement travaille depuis un an sur l'ensemble de ces dossiers. C'est un succès pour la France que de voir ces nombreux projets retenus. Ils permettront de construire une Europe intégrée, reliant ces territoires grâce à des corridors performants et durables. Le gouvernement restera mobilisé puisqu'il y aura un second appel à projets qui sera lancé à l'automne 2015. L'Europe concrétise ainsi son action sur les transports d'une manière visible et responsable. Elle accompagnera la France dans la construction d'un réseau fort et d'un secteur de l'économie, des infrastructures. Cela contribuera très positivement au développement de la croissance de notre pays. Au moment où la critique de l'Europe nourrit le populisme d'extrême droite, je suis heureux de rappeler que l'Europe, c'est aussi la construction ensemble d'un avenir. Merci. La parole est à Monsieur Alain Dufaux, pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Culture. À l'occasion d'un colloque au dernier festival de Cannes le 17 mai dernier, le Premier ministre a estimé que la baisse du budget de la culture au cours des 2 premières années du gouvernement de François Hollande était un signe négatif. Et votre prédécesseur, Madame la ministre, Aurélie Filippetti, le lendemain sur France Info, n'a pas manqué de commenter cette réaction de Manuel Valls en précisant, je la cite, « Je me suis battu pendant 2 ans pour lutter contre cette baisse. Je n'ai pas du tout été écouté. Une baisse de 6% sur 2 ans, c'était du jamais vu, même sous la droite. » Fin de citation. Même si la remarque du Premier ministre peut paraître désobligeante à l'égard de son prédécesseur à Matignon, il n'empêche que les réductions drastiques du budget culturel, conjuguées aux réductions des dotations de l'État aux collectivités territoriales, rendent l'équation budgétaire culturelle totalement insoluble pour les élus locaux que nous sommes. Force est de constater sur le terrain que l'austérité est de rigueur dans le domaine culturel et que c'est la signature de décès des festivals adossés désormais aux seules subventions municipales. Prenons l'exemple de mon département où Olivier Pille, directeur du Festival d'Avignon, festival qui va débuter samedi, vient de raccourcir de 2 jours la durée du festival car la subvention municipale a été réduite de 500 000 € par le maire socialiste d'Avignon qui, je le reconnais, ne pouvait pas faire autrement. Alors vous le savez, Madame la Ministre, 2000 festivals sont organisés chaque année en France. Et malgré l'appel que vous avez récemment lancé aux collectivités locales qui se trouvent face à des choix budgétaires très difficiles, vous ne pouvez pas exiger qu'elles stabilisent leur financement culturel. Les élus locaux sont en effet dans l'obligation de procéder, eu égard au contexte financier contraint, à un tour de vis sur les subventions accordées aux associations à caractère culturel et en particulier sur les festivals de nos départements. Alors, Madame la Ministre, à l'heure où plus que jamais, et je dis bien plus que jamais, notre pays a un besoin évident de culture, que comptez-vous entreprendre pour sauver ces festivals de province, qu'ils soient de théâtre ou musical, qui jusqu'à ce jour trouvaient la majorité de leur financement, environ 70%, auprès des collectivités territoriales? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Mme Fleur Pellerin, ministre de la Culture. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Merci pour cette question qui, effectivement, me préoccupe tout comme vous. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je voudrais apporter un certain nombre de précisions. D'abord, je ne reviendrai pas sur le passé, je ne commenterai pas le bilan de ma prédécesseure puisque ce serait discourtois. Mais ce que je tiens à dire néanmoins, c'est que s'agissant des festivals, vous le savez très bien et vous avez rappelé vous-même les chiffres, il y a plutôt entre 2000 et 3000 festivals en France. L'État, le ministère de la Culture, n'en soutient, n'est partenaire financier que d'une centaine d'entre eux, une dizaine de très grands festivals à rayonnement international. Sur ces 100 festivals, l'engagement financier de l'État n'a pas varié au cours des 2 dernières années, au cours des 3 dernières années. Donc l'État, le ministère de la Culture, ce gouvernement
n'a pas sacrifié sa participation aux côtés des festivals qu'il avait pour tradition d'accompagner. Donc vous l'avez dit, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Le choix de la culture est un choix politique. Ce gouvernement qui réalise 50 milliards d'économies a fait le choix budgétaire de maintenir et même d'augmenter le budget du ministère de la Culture. Donc je réponds également à votre autre question. Vous me demandez que comptez-vous faire? Eh bien déjà, moi je considère qu'un budget, monsieur le sénateur, un budget c'est toujours des crédits au service d'un projet. Donc je ne suis pas dans une logique incrémentale où je demande toujours plus d'argent pour avoir plus d'argent. Je souhaite proposer un certain nombre de projets et j'ai des priorités qui sont le soutien à la jeune création et la transmission des savoirs, l'éducation artistique et culturelle. Et c'est pour financer ces projets que je me bats auprès du Premier ministre ou auprès de mon collègue secrétaire d'État en charge du budget, dans les discussions que nous avons actuellement pour défendre nos budgets, pour défendre le budget du ministère de la Culture. Vous savez bien qu'en ce moment ont lieu les discussions budgétaires. C'est pour moi important de défendre un projet et ensuite de défendre un budget qui soit au service de ce projet. Et donc le gouvernement a fait le choix politique de maintenir le budget de la culture alors que par ailleurs nous réalisons beaucoup d'économies pour pouvoir être responsables budgétairement et réduire le déficit public de notre pays, ce que nous avons fait depuis 2 ans alors que vous-même ne l'avez pas fait. Donc sur les festivals, moi ce que je souhaiterais vous dire, c'est que j'ai confié une mission à Pierre Cohen pour pouvoir objectiver la situation. Parce que vous dites que les festivals ont été annulés. Moi, je souhaiterais vous dire que c'est la vie des festivals également, parfois de disparaître, parfois d'être créés. Il y a de nouveaux 50 festivals qui ont été créés l'année dernière. Donc il faut objectiver la situation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Pierre Cohen de m'aider et d'aider les élus aussi à comprendre les raisons qui font que des festivals sont aujourd'hui en difficulté. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé. Merci. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Merci, mesdames et messieurs les ministres. Mes chers collègues, j'ai reçu hier un rapport de monsieur Jacques Grosperrin au nom de la commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur profession. Créé le 22 janvier 2015, à l'initiative du groupe Les Républicains, en application de l'article 6 bis du règlement. Voilà, c'était donc cet après-midi la séance des questions d'actualité au gouvernement au Sénat. On se retrouve tout de suite pour refaire ensemble la séance sur ces différents thèmes. Et après la séance des questions d'actualité au gouvernement, on se retrouve ici dans la salle des conférences du Sénat, juste à côté de l'hémicycle, pour refaire ensemble cette séance des questions d'actualité, évidemment dominée notamment aujourd'hui par la situation en Grèce. Avant d'interviewer notre premier invité, Jean Bizet, le président de la Commission des affaires européennes du Sénat, je vous propose de réécouter dans l'hémicycle du Sénat, c'était il y a quelques instants, Michel Sapin sur la Grèce. Jusqu'à hier